L'invité de la quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir le comédien mais aussi réalisateur Clovis Cornillac. Bonjour Clovis Cornillac, comment vous allez? Ben, ça va bien. Oula. Ça fait bizarre de s'entendre comme ça dans le forum. Hein. Là, je pense qu'il y a un truc sur les niveaux. Tous les gens qui sont dans le hall, ils vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Encore lui qu'on entend. Ouais, Non. c'est saoulant, c'est fort. Ça va bien. Ça Merci, va ouais. Bon, super. Alors après un peu beaucoup aveuglément en 2015, Belle et Sébastien 3 en 2017 et C'est magnifique en 2021, vous nous revenez avec une adaptation du roman de Pierre Lemaitre, Couleur de l'incendie. On est dans un changement d'ambiance totale là. C'est une autre typologie de film, ça c'est sûr. Ouais. Très différent. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse du projet? Si j'ai bien compris, vous êtes un grand fan déjà de base de Pierre Lemaitre. Oui, disons que il fait partie des auteurs et des autrices que je suis, on est tous un peu pareil, j'imagine, d'aller... il y a des auteurs que tu suis, comme ça, à chaque fois qu'ils sortent un bouquin, tu vas l'acheter, voilà, il y a une sorte de... C'est comme des gens qui t'accompagnent. Et Pierre fait partie de ces auteurs que je suis depuis bien avant Au revoir là-haut, quand il écrivait que ce qu'on appelle de la littérature policière. Il a écrit des romans absolument remarquables. Et effectivement, à chaque fois qu'il sortait un bouquin, il fait partie des gens que voilà, je suivais. Ensuite, j'étais très heureux quand il a eu le prix Goncourt, parce qu'il y avait aussi une forme de justice à se dire, une espèce de chiquitude qui est à bon ton de dire que les auteurs de polar ne sont que des auteurs de polar, de voir que le gars est parti dans une écriture épique, avec du souffle, et un sens du romanesque et une intelligence dans le récit. Je me suis dit, c'est fabuleux, j'étais très heureux. Et puis, on s'est rencontrés un jour dans un festival comme celui-ci où on a été jury tous les deux. Et ça a matché, on s'est super bien entendu, il y a une vraie rencontre. Donc, de cette rencontre, en fait, 1 an et demi après, avec ils ont monté une petite société avec Camille Tromer et Pierre Lemaitre. Et avec Gaumont, ils sont venus me proposer est-ce que ça m'intéressait de réaliser Couleur de l'incendie. Voilà, j'ai dit, c'est même pas une question en vrai. Tu sais ce que je pense de ta littérature, tu sais à quel point j'aime cette idée d'un cinéma que je définis comme un grand cinéma populaire, c'est-à-dire un cinéma spectaculaire, j'espère, mais qui donne du sens et qui a pour projet de réunir voilà, toute génération, tout sexe, tout ça, on s'en fout, on se retrouve dans cette salle et il y a des thématiques pour nous tous, mais c'est de se faire embarquer dans un spectacle, quoi. Cette notion du spectacle, voilà, d'aller au cinoche et d'avoir la tête qui se lève. S'émerveiller. Ouais. Il y avait eu Au revoir là-haut, du coup, adapté par Albert Dupontel. Est-ce que vous savez si même le projet lui avait été proposé à la base ou on est directement venu vous voir? Alors, j'ai demandé, moi, parce que Albert, c'est un camarade. Enfin, t'as pas envie d'être dans une embrouille. Ah oui. Non, j'ai demandé évidemment à Gaumont avant. J'ai dit, mais Albert ne veut pas faire. Il n'avait pas envie de le faire. Donc, il voulait revenir à ses films à lui aussi. Donc, non, il n'y avait pas d'embrouille, genre, on lui a pas dit, mais bon, voilà. Non, c'était très clair. C'est mieux quand c'est comme ça. Ouais. Mais du coup, comme on vient de l'évoquer, Couleur de l'incendie, c'est pas le premier roman qui est adapté au cinéma. Vous n'aviez pas une pression de ligne éditoriale ou de succéder à d'autres réalisateurs et réalisatrices qui avaient pu adapter Alors j'ai une chose qui me sauve dans la vie, sur les projets que je mets en branle, quoi. C'est que je suis je suis pas naïf sur le métier, autant j'ai une forme de bêtise et de naïveté par rapport à mes engagements. C'est-à-dire que je n'ai peur de rien dans le travail. Je n'ai aucune angoisse, je ne suis en compétition avec personne, je suis habité par quelque chose qui fait que j'y vais pleine bille. De temps en temps, des confrères à vous m'ont dit « mais alors, le fait de passer après un succès, mais même pas, ça me vient dans la tête. C'est-à-dire que
Ouais, je m'en tamponne le coquillard. J'ai une sorte on me propose le film, je vois ce que je vais faire, ce que je vais fabriquer avec ce film. Le travail d'Albert est remarquable, le fait que ça marche est génial pour le cinéma, je suis ravi de tout ça. Je ne suis pas en compétition avec ça. Moi, j'ai la chance de pouvoir fabriquer mon monde et fabriquer mon film. Alors, à partir de ce moment-là, il y a une forme oui, effectivement, aux imbéciles heureux, quoi. C'est-à-dire, je suis vraiment dans cette énergie-là, dans cette croyance-là, au même titre que quand je fabrique le film, j'ai l'impression d'inventer les plans. Quand j'écris ma mise en scène, j'ai le sentiment que c'est la première fois que ça se fait. Je ne peux pas prendre un plan en référence, par exemple. Je n'arriverais pas à dire moteur si je n'avais pas le sentiment que ce qu'on est en train de faire là, maintenant, à cet instant-là, n'est pas extraordinaire. Pas au sens prétentieux, au sens habité du terme. Donc, effectivement, tout ça, je n'ai pas de souci avec ça, en fait. Ça n'est pas dans ma grille de lecture, et c'est une chance. Oui, donc, de carrément. temps en temps, d'être un peu con, ça te sauve à un endroit, ça te permet d'avoir une forme de liberté que tu n'aurais pas si tu étais, tu vois, au même titre que comme acteur, j'ai jamais été carriériste, par exemple, jamais réfléchi à la carrière. J'ai accepté des choses et j'accepte des choses sans aucune réflexion dans le total. C'est-à-dire, donc, Il n'y a pas un plan, une stratégie. Non, de se dire, tiens, là, il faut que les gens te voient moins, là, il faudrait faire ces films-là plutôt que ceux-là. Là, ça ne rentre pas dans ma grille de lecture. Et d'ailleurs, ça fait des choses très chaotiques. C'est aussi pour ça que je suis quelqu'un qui n'est pas chic. Ça participe à ça. Parce que effectivement, je dis, mais c'est incohérent. Il a fait un film dit d'auteur, on a trouvé formidable, et puis derrière il fait une comédie. Alors ceux qui n'aiment pas la comédie, voilà, ils se disent machin. Ceux qui aiment la comédie et qui voient un film d'auteur, ils font qu'est-ce qu'il va faire là? On se fait chier. Enfin, tu fais moi tout ce que je. En revanche, qu'on peut pas m'enlever. On peut me dire que je suis mauvais comme cinéaste et comme acteur, je l'entends. Enfin, c'est un avis, c'est un point de vue, et je le respecte complètement. Il n'y a qu'une critique que je ne peux pas entendre, parce que c'est un mensonge absolu, c'est de dire que je me fous de la gueule des gens. Je travaille énormément, que ce soit comme réalisateur ou comme acteur. J'ai un respect et une fascination pour le public. Les gens qui se déplacent, qui payent leur place, qui viennent au théâtre, qui viennent au cinéma, je leur dois le travail, quoi. Et n'étant pas un génie, j'ai une force pour moi, c'est que j'ai une capacité à travailler grande. Et je travaille tout le temps, beaucoup. Donc si on n'aime pas ce que je fais, ou qu'on dit c'est une merde certes, mais c'est une merde sacrément travaillée. et c'est pas rien, en vrai. Il n'y a pas de foutage de gueule, jamais. Chez The Cinema Show, de toute façon, on aime bien un petit peu les outsiders comme ça qui font plein de choses différentes. Donc c'est pour ça qu'on est content de vous avoir aussi aujourd'hui pour parler de ça. Comment il s'est construit le casting de votre nouveau film, du coup, Couleur de l'incendie, ce casting 5 étoiles? La chose la plus importante, c'était pour moi, à ce moment-là, une fois que... c'était de trouver, on va dire, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, on a une héroïne qui est... vraiment qui... C'est l'héroïne. C'est le rôle de Madeleine. Et Madeleine, ça a été le premier rôle à distribuer. Et après, j'ai construit petit à petit autour. Donc en premier lieu, c'était Madeleine. Donc quand Léa Drucker m'a dit oui, voilà, j'avais un axe, une sorte de... Et je voyais à quel endroit je voulais l'emmener, voir comment ça allait évoluer. Et puis ensuite, voilà, il me fallait Gustave, il me fallait le méchant, mais qui est plus que ça, mais qui était... Et les choses se sont... Voilà, petites... T'as jamais... C'est pas... tu te réveilles... J'ai tout le monde. C'est d'aller prendre, réfléchir à cette idée-là, réfléchir à celle-là, imaginer aussi dans le cadre. Les interactions. Oui, comment on peut emmener. Enfin voilà, c'est très excitant. Hein.
Et puis, tu as cette, on va dire, cette fragilité, parce que tu attends aussi qu'ils te disent oui. Voilà, donc c'est chouette quand tu arrives à ce que tu voulais. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas. Donc, voilà, il n'y a pas... J'ai pas, à part Dupré, que je joue moi, mais sinon, tous les autres m'ont dit oui. Donc... Et au niveau du casting, est-ce que vous avez pensé à un moment donné à prendre une réelle chanteuse à la place de Fanny Ardant, ou c'était évident qu'il fallait une actrice et pas une... Alors, il n'y a jamais d'évidence, ça me paraissait normal. Ça aurait pu, à un moment, on réfléchit à tout, mais quand tu as l'idée qui te parvient, le moment où tu te dis j'ai besoin d'une icône, et j'ai besoin d'une icône, finalement, moi, le cinéma dont je parle, ce grand cinéma populaire, si j'ai un personnage qui est iconique à l'intérieur du cinéma et qui en même temps correspond à une actrice remarquable avec qui je peux travailler, qui est au travail aussi, et qui n'est pas dans une posture, et que tu as Fanny Ardant, tu dis, si elle accepte, si elle comprend là où je veux l'emmener et quel va être le film, tu dis, c'est parfait, quoi. Et après, Sandrine Piau, qui fait la voix, enfin, qui est une grande chanteuse, tout ça, je l'ai dirigée aussi, en fait, parce qu'il a fallu enregistrer les morceaux en amont du film pour que Fanny puisse répéter pendant des mois les playbacks. Et du coup, on a fait l'enregistrement avec Sandrine Piau avant. Et quand tu diriges une chanteuse d'opéra, c'est extraordinaire parce que je ne suis pas musicien, mais je suis sensible à la musique. Et du coup, dans l'interprétation, et à chaque fois, comme elle n'a pas vu le film et elle ne savait pas, elle essayait d'être parfaite. C'est son boulot de chanter parfaitement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'imaginer dans les moments que j'allais filmer la nature du chant, où en est le personnage à ce moment-là. Donc j'essayais de lui dire non. Et c'était superbe parce que c'est d'une beauté, c'est bouleversant. Le film, il débute par un plan séquence assez virtuose. Moi, j'avais envie de vous parler aussi un petit peu de votre mise en scène. Comment vous la travaillez? C'est instinctif? C'est beaucoup pensé à l'avance? Vous faites comment? Alors, en fait, je demande à chaque fois dans les productions avec qui je travaille, je demande un temps avant la préparation, qui est une pré-préparation, qui en général me prend à peu près 6 semaines, où j'écris toute la mise en scène. Et alors, noir sur blanc, pour tous les chefs de poste. En gros, ça prend 3 classeurs, c'est assez volumineux, parce que chaque séquence... chaque séquence est décrite et je fais un dessin que je fais pas moi, et c'est pour ça que j'ai mon premier assistant aussi, parce qu'on fait des V là, pour mettre la caméra, en fait vu du dessous. Ben, voilà. On va acheter un nouvel iPhone à Clovis. Non, c'est pas un iPhone, pardon, c'est ma vie ça. Ah oui. Voilà, en plus, il faut que je change la vitre là maintenant. Cette fameuse tout est dessiné. Tout est écrit, donc tu as les valeurs de plan, les axes, le déplacement des personnages. Donc les personnages, c'est des ronds, avec... voilà, et vous essayez de vous y tenir ensuite sur le moment? Mais je m'y tiens complètement. Complètement. Parce que pour faire ça, c'est toutes les questions que je me pose. C'est-à-dire, pourquoi je roule? Pourquoi je reste fixe? Qu'est-ce que je raconte dans la scène? Pourquoi ce personnage le fait rentrer là, avoir un arrêt ici et prendre un dossier là? Comment celui-là est de dos par rapport au volume et qu'est-ce que je raconte avec l'espace? Donc tout est écrit avant, mais c'est pas pour figer quelque chose parce qu'effectivement un tournage, il se met à pleuvoir, mais tu connais tellement bien ton récit, les séquences, le pourquoi tu veux le filmer comme ça, que dès que tu as besoin de t'adapter, tu t'adaptes en 4 secondes. Donc, en revanche, ça, tous mes chefs de poste l'ont au premier jour de tournage. Voilà, ils peuvent le consulter. Tu sais, du coup, pour les journées, tu gagnes beaucoup de temps parce que je peux faire installer un travelling hors champ au moment où je suis en train de faire des plans. Et qui gagne du temps, gagne de l'argent, qui gagne de l'argent à plus de matériel, plus de figuration, Donc tout ça est virtueux, c'est un travail qui me sert déjà narrativement, parce que
t'es jamais perdu et t'es tout le temps avec. Donc tu peux être vraiment avec les acteurs, vraiment avec le cadre, vraiment avec. T'es pas sur une interrogation. Je suis pas génial, quoi. Donc ce que je disais, la capacité au travail me permet en revanche d'avoir fait tout ça en amont et d'être très réactif, très prêt à pouvoir changer. Et puis t'es rempli, tu sais exactement pourquoi. Donc ça. J'imagine qu'il faut en plus bien se préparer sur un projet comme ça. J'ai vu que c'est 16 millions d'euros de budget, c'est clairement un peu un blockbuster à la française. J'ai l'impression que les gros studios comme Gaumont ou Pathé, ils font de plus en plus des films comme ça, événements, avec des castings all-star, un peu à la manière des Américains. Est-ce que selon vous, c'est ce qu'il faut pour faire ramener un petit peu le public en salle? Parce qu'il y a une crise que traverse le cinéma en ce moment. Je pense que il y a plusieurs thématiques. Je crois pas de toute façon, on n'est pas des Américains. Donc la question, elle n'est pas de se dire on fait comme les Américains. C'est pas ça le sujet. Je crois qu'il y a une chose qui peut être vertueuse, c'est la prise de risque. C'est-à-dire ne pas oublier que le cinéma est un endroit, parce que comme tout se généralise, enfin tout devient un peu pareil. En vrai, ce qu'on remarque, c'est que dans pratiquement toutes les sociétés commerciales ou n'importe quoi, c'est qu'il y a cette pensée d'école de commerce, en gros, qui est de dire minimiser les risques. Et c'est devenu finalement une société où, pour être efficace, il faut minimiser les risques. Et c'est rentré aussi dans le cinéma, cette logique. Et c'est pas forcément vertueux dans un endroit comme le cinéma, parce que évidemment pour la société et les grosses sociétés type Gaumont, Pathé, ils ont besoin de minimiser leurs risques, et en même temps, il faut à chaque fois aussi qu'ils se rappellent que tu gagnes des belles choses parce que tu as pris des risques. Et l'histoire du cinéma, elle n'est faite que de ça, que de choses incohérentes. Donc l'avantage je pense, de se dire que dans leur line-up, ils commencent à se dire on continue à faire des films à une échelle, on va dire, plus sage, moins risquée en termes de budget, mais je crois que la dimension, ce dont je vous parlais, j'appelle le grand cinéma populaire, il faut qu'il existe. Il faut qu'il existe, et pour ça, il faut qu'il ait les moyens d'exister, mais qu'aussi le travail, que nous, public, on ne soit pas déçus. C'est-à-dire que si tu... et c'est là où ça va être l'enjeu, et où ça va être un peu chaud, c'est de se dire, tous, dans le discours, en tout cas, quand je parle avec tous, tous se disent, il faut qu'on fasse des choses qui, quand ça sort le mercredi, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est, quoi. Donc comme ils sont plusieurs, s'ils en font 2 ou 3 chacun par an de cette envergure, je dis effectivement la salle va être nourrie de choses qui peuvent tirer le public à de la curiosité, de l'envie, mais il ne faut pas que le public soit déçu, quoi, simplement, parce que si tu te fais des films où tu fais qu'est-ce que c'est, voilà. Donc le risque. Le budget ne veut pas dire que le film sera bien, on le sait tous. Donc c'est pas. Mais en revanche, il faut, je pense, une ambition de cinéma réelle, et qu'il faut donner les moyens à cette ambition-là. Donc oui, j'espère que ça va se faire. Bon, on le voit en tout cas à travers votre film, qui, je le rappelle, sort donc le 9 novembre prochain. Merci Clovis Cornillac d'être passé sur notre plateau pour nous parler. J'ai quand même pété mon truc, donc... Ah ouais, il va falloir qu'on vous le rembourse. J'aurai un très mauvais souvenir. Ah non, je suis digne quand même. Jusqu'au bout. Oui, je dois avoir une vitre de remplacement. Bon, on vous souhaite bon courage avec la vapoteuse alors. Et puis bon festival à vous, et vive le cinéma, vive l'amour. Merci. C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.